Peut-être les collègues qui vont présenter les différents modules. Freddy Mink, donc Michel Vigneron à mes côtés, Évangélis, si vous voulez monter tous, et puis vous... Donc, tout le monde monte à la tribune. voilà, Philippe, Freddy Mink, Évangélis, Philippe Triboulet et Cécile Cressman. Bonjour à vous tous. Donc, je vais vous parler du module synthèse chimique du nouveau BTS métier de la chimie. Alors, ce module crée véritablement une rupture par rapport aux enseignements qu'il y avait dans l'ancien BTS. Et tout d'abord, on va voir comment, avec ce module, on peut enseigner la synthèse autrement. On va voir qu'il va nous permettre d'approfondir la notion de changement d'échelle, comment passer du laboratoire au pilote, puis du pilote à l'échelle industrielle. Et puis enfin, on va voir comment, via ce module, on va pouvoir faire acquérir un certain nombre de compétences, des compétences transversales qui sont essentielles pour l'insertion dans le monde professionnel. C'est le travail en équipe et la communication. Alors tout d'abord, enseigner la synthèse autrement. Il se trouve que le technicien de laboratoire, dans son métier, réalise un certain nombre de tâches professionnelles et il est confronté à des problématiques industrielles. Et c'est bien à partir de ces problématiques qu'on a travaillé. Alors il y a eu évidemment un référentiel qui s'appelle le référentiel d'activité professionnelle et c'est par ce début que nous avons rédigé le référentiel de certification. Donc l'idée c'était de définir et de construire des savoirs pour que les étudiants puissent acquérir des compétences en lien avec le RAP. Alors il se trouve que être technicien de laboratoire, c'est évidemment être confronté à un métier avec une forte composante expérimentale. Les techniciens de laboratoire vont avoir à mener des démarches scientifiques. Et la première chose, c'est qu'au laboratoire, la sécurité est primordiale. Elle est primordiale et prioritaire, et c'est pour ça qu'on a mis un accent très fort sur le respect de la législation et les règles du QHSSE. Ensuite, l'idée, c'est que sur les 2 années, dans le cadre du module synthèse, eh bien, on va faire en sorte que les étudiants puissent, dès la première année, maîtriser toutes les techniques de laboratoire, pouvoir mener en autonomie un chauffage au reflux, mener une distillation fractionnée. Et puis, progressivement, on va leur donner de l'autonomie pour qu'ils puissent optimiser des protocoles opératoires. Alors, optimiser des protocoles opératoires, c'est utiliser, évidemment, des données qu'on trouve dans la littérature, et à partir, justement, de ces protocoles existants, pouvoir modifier des paramètres. Ça peut être la nature du réactif, sa quantité. Et l'idée, c'est que on va se servir finalement de l'existant et en ayant une meilleure autonomie, on va apporter des modifications pour augmenter le rendement de la réaction, augmenter aussi la vitesse de la réaction et on voit derrière des enjeux économiques et environnementaux. Alors l'idée c'est que en synthèse chimique, on fabrique un produit brut. Ce produit, on va le purifier et une fois qu'il est purifié, on va mener un certain nombre d'analyses. Et au vu de ces analyses, eh bien, on va regarder d'abord la méthode d'analyse, on va parler d'incertitude sur la mesure, et si jamais ce produit répond à un cahier des charges, à ce moment-là, eh bien, on pourra l'utiliser en formulation. Mais si jamais ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on va revenir au niveau de la synthèse, on va modifier la technique de purification, et dès qu'il aura atteint un cahier des charges, à ce moment-là, on pourra s'en servir. Alors, ce qui est important, c'est qu'au laboratoire, eh bien, on va avoir une approche expérimentale et, comme le disait Michel Vigneron, on va évidemment favoriser le travail d'équipe. Ce travail d'équipe, il va nous permettre finalement, sur une même synthèse, de développer plusieurs paramètres. En modifiant des paramètres, eh bien, on va pouvoir faire émerger des concepts théoriques. Par exemple, pour une transformation chimique, on peut imaginer qu'un étudiant augmente la quantité de réactifs, qu'un deuxième élimine le produit dès qu'il se forme, et puis qu'un troisième travaille à différentes températures. On voit bien qu'on va pouvoir faire émerger le concept thermodynamique de déplacement d'équilibre, et tout ça avec un travail concerté, réfléchi, qui se fait en équipe. Alors, il y a une véritable rupture dans le module synthèse parce qu'il ne s'agit pas de penser que c'est la suite de la chimie organique, où on ferait des monographies sur les alcènes et les alcools. On est véritablement dans une approche globale de la synthèse. Alors la synthèse, elle sera organique, certes, mais également minérale et organométallique. Et donc on verra les spécificités de chacune d'entre elles et leurs différences. Aussi,
on veut que dans ce module synthèse, on ait une approche globale des transformations chimiques. Alors une transformation chimique, on l'étudie. D'abord, on va la modéliser par une équation. On va repérer les réactifs, les produits, d'éventuels catalyseurs solvants. On peut nommer, ou en tout cas reconnaître des molécules à partir d'un nom, regarder leur géométrie pour en prévoir leur réactivité. Et puis, si c'est un équilibre, on va parler de constante d'équilibre, de grandeur de réaction, comme l'enthalpie standard de réaction. Et on voit bien derrière l'idée de maîtriser la constante d'équilibre et de voir comment on peut l'améliorer. Puis ensuite, on va zoomer à l'échelle microscopique, et là, on va s'intéresser aux mécanismes réactionnels, aux étapes élémentaires, à d'éventuels intermédiaires de réaction. Et on voit bien aussi comment on va essayer de jouer sur les différents paramètres, température, catalyseur, concentration des réactifs, pour augmenter la vitesse d'une réaction. Et puis enfin, on s'intéressera aussi de manière, je dirais, un peu plus spécifique à toute la sélectivité de ces réactions. Donc derrière, augmenter la sélectivité, c'est faire des économies d'atomes, augmenter le rendement, augmenter la vitesse. On voit bien qu'on veut répondre là encore à des enjeux environnementaux. Le changement d'échelle, eh bien, on va d'abord passer du laboratoire au pilote. On voit bien qu'il n'y a pas une linéarité pour passer du laboratoire au pilote. Certains pensent qu'on travaille sur un petit volume, on a une petite quantité de réactifs, on est au laboratoire, et puis au pilote, on va multiplier par un facteur n tous les paramètres. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce que déjà la nature, je dirais, des matériaux change. On va avoir un récipient en verre, à l'échelle du pilote, ce sera plutôt de l'inox, et puis je dirais que les transferts d'énergie ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. Donc il y a une spécificité, et donc l'idée, c'est pour les étudiants de pouvoir identifier les exigences liées à ce changement d'échelle. Alors pour cela, ils vont travailler sur les schémas de procédés. Il faudra évidemment faire du génie chimique, mais on est véritablement dans une optique de changement d'échelle. Alors on va favoriser l'étude de cas concrets, et puis on utilisera, puisque les BTS s'implantent dans les endroits où il y avait déjà du matériel, on va favoriser l'utilisation de matériel existant. Alors le passage du pilote au procédé industriel, eh bien, il y a un enjeu qui est encore plus important, puisque évidemment on est à plus grande échelle, donc les impacts environnementaux sont plus importants, et l'idée c'est que les étudiants puissent analyser les conditions de faisabilité du changement d'échelle. Pour cela, l'idéal ce serait évidemment qu'il y ait un maximum de liens, comme le disait Marie-Blanche Moura, avec les industries, et donc aller les visiter et voir comment finalement le technicien de laboratoire peut arriver à communiquer avec les personnes qui travaillent en génie des procédés. Enfin, pour terminer, une compétence qui est essentielle et qui pour moi est la clé vraiment de la réussite dans le monde professionnel, c'est le travail en équipe et la communication. Alors, travailler en équipe d'abord, c'est évidemment connaître les règles de sécurité. Un étudiant qui connaît la sécurité, il a forcément de l'autonomie, il a une attitude responsable et il peut commencer à prendre des initiatives. Et alors, justement, avec ces protocoles de fin de première année, début de deuxième année, eh ben, il va pouvoir prendre l'initiative de modifier des quantités de réactifs, de changer de réactifs, de jouer sur la température. Et on voit bien que va se dessiner un travail d'équipe parce que tout le monde ne pourra pas tout faire. Donc, il va bien y avoir une répartition des tâches. Et cette répartition concertée eh bien, va leur permettre justement d'arriver à des conclusions. La planification du travail, les entreprises nous le disent, c'est vraiment une qualité essentielle dans le quotidien. Alors, si on travaille en équipe, forcément, eh bien, il faut communiquer au sein de l'équipe. Et la communication, c'est là encore une compétence importante. Alors, il faut qu'elle soit orale, écrite, en anglais et en français. Alors, il y a le cahier de laboratoire, on vous en reparlera tout à l'heure. Il faut évidemment maîtriser la tenue et la rédaction de ce cahier. Il y a aussi les comptes rendus. Souvent, on dit que les comptes rendus sont un peu longs. Eh bien, on va faire en sorte qu'ils soient de plus en plus succincts, que ce soit des comptes rendus oraux ou écrits. Et puis, on va favoriser l'utilisation d'outils de communication numérique. On pense au PowerPoint, certes, mais également aux capsules vidéo. Alors, je dirais pour cette dernière partie que je trouve essentielle, c'est qu'un étudiant qui rentre dans une entreprise et qui se retrouve isolé, qui ne travaille pas en équipe et qui ne communique pas, il est en échec. À l'inverse, s'il sait travailler en équipe, s'il sait communiquer avec l'ensemble du personnel, eh bien, il a réussi son insertion professionnelle. Merci Freddy. Alors, ce que Freddy vient de dire, là, son troisième point, évidemment, on pourrait le répéter pour les 3 modules, donc je ne le répéterai pas pour le module analyse chimique, c'est pourquoi je n'en parlerai pas, ce qui ne veut pas dire pour autant que ça n'est pas important. Alors, sur le module analyse chimique, je me permets de le qualifier de module central pour une raison que vous allez voir. Ensuite,
Comme tout à l'heure, on va parler de l'adossement, bien sûr, de cet enseignement au référentiel d'activité professionnelle. Vous avez compris que c'était une constante. Et puis la rénovation des pratiques en analyse chimique pour distinguer peut-être ce qui se faisait dans ce qu'on appelait un peu rapidement chimie générale dans le précédent BTS chimiste, pour voir comment les pratiques ont pu évoluer. Je le mets en 3 parce que vous avez déjà, pour beaucoup d'entre vous, eu à regarder ces questions-là lors du stage qui s'est déroulé à Paris. J'en profite pour remercier Cécile, qui est à ma droite, pour avoir pris cette initiative qui nous a permis d'anticiper un peu, et même beaucoup, le PNF de cette année scolaire. Alors, module central, vous avez en analyse, peut-être encore plus qu'en synthèse et en formulation, à travailler avec le module synthèse et avec le module formulation. C'est d'ailleurs pour cela que dans le référentiel de certification, on a choisi de mettre 2 épreuves écrites dans lesquelles l'analyse apparaîtra. Donc l'analyse, visiblement, sera interpellée à la fois par la synthèse, à la fois par la formulation, et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un enseignement central, même si, au total, le volume horaire réservé à l'analyse est le même que celui réservé à la synthèse et à la formulation. Ça suppose, encore une fois, on insiste lourdement, mais on a besoin de le faire, ça suppose qu'il y ait des contacts étroits entre les enseignants. Si la transformation chimique est étudiée plutôt dans le module synthèse, en tout cas les savoirs associés sont dans le module synthèse, il est bien évident qu'il y aura aussi les transformations chimiques dans le module analyse, et pour cause. Donc on a là souhaité éviter toute forme de cloisonnement. Deuxième point, on utilise bien sûr en analyse chimique des appareils extrêmement variés, et c'est là que figuraient dans l'ancien programme du BTS chimie des éléments de physique. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais il est bien évident que si l'on souhaite que les étudiants comprennent un peu ce qu'ils font, on a intérêt aussi à entrer dans la logique de la physique des appareils, mais sans en faire pour autant un enseignement déconnecté des pratiques expérimentales des étudiants. Donc, je le redis, et on l'a déjà dit pour la synthèse, et on le redira pour la formulation aussi, on a en analyse, en enseignement d'analyse, à retravailler sur des concepts vus plutôt en formulation ou plutôt en synthèse, et bien sûr à remobiliser des compétences qu'on aurait pu acquérir en QHSSE, en ESLV, etc. Donc là encore, intégration des enseignements et pas cloisonnement. Je vous assure qu'en tant qu'inspecteur, on sera attentif à cela. C'est-à-dire qu'il sera à peu près évident qu'on essaiera de comprendre comment dans les équipes les échanges se font pour que les étudiants n'aient pas une juxtaposition d'enseignement, mais bel et bien une formation intégrée à pour satisfaire finalement au référentiel d'activité professionnelle. Alors, les savoirs associés. On a dit qu'on en dira un mot. Bien sûr, lorsqu'il a fallu écrire les savoirs associés, il a fallu faire des choix. Ces choix ont toujours été dictés par une seule chose: est-ce que l'enseignement de telle ou telle notion apporte quelque chose au technicien supérieur dans l'exercice de son métier? Ça nous a obligés à faire des choix, ça nous a obligés à faire disparaître un certain nombre de notions, de concepts dont l'intérêt n'était qu'académique. Alors, évidemment, quand on enseigne en BTS, que ce soit en synthèse, en formulation, en analyse, on contextualise. Alors vous savez tous qu'on attend beaucoup de contextualisation de la part des enseignants maintenant. Il ne faut quand même pas oublier de décontextualiser de temps en temps pour que l'étudiant ne se retrouve pas enfermé dans le contexte et oublie finalement d'en sortir au moment où il a besoin de le faire. Et du coup, on recontextualise, et c'est l'objectif précisément des évaluations, de recontextualiser pour mobiliser justement ce que l'on a appris, soit en cours. Alors j'ai mis cours entre guillemets, parce qu'on n'y croit plus trop, parce que surtout, entre le cours entre guillemets, c'est-à-dire les séances où on a tous les étudiants, et les travaux pratiques, il est hors de question de créer à nouveau un cloisonnement. Parce que ça aussi, on peut l'observer parfois dans les établissements, très concrètement. Je fais le cours et un autre fait les travaux pratiques. Peut-être,
en termes de service, ça s'impose peut-être, mais en tout cas, en termes d'apprentissage pour les étudiants, ça peut être extrêmement néfaste. Donc il faut y faire attention, simplement. On revient un petit peu sur cette question-là. Alors, autre sujet important, on a besoin de créer chez nos étudiants des automatismes. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui ont à travailler sur une mémoire. Alors, une mémoire des faits, j'ai dit des faits, des procédures, mais on sait bien que cette mémoire, elle peut être interne, c'est-à-dire qu'il va bien falloir que nos étudiants retiennent un certain nombre de choses. C'est impensable qu'un technicien chimiste, par exemple, se voit redire à l'issue de sa formation la formule de l'acide sulfurique. Ce genre de choses, on ne devrait plus le voir. On devrait avoir des étudiants autonomes par rapport à des savoirs de ce type, parce qu'on imagine bien que dans une entreprise, ça serait assez curieux de voir le technicien se précipiter sur un dictionnaire pour savoir ce que c'est que l'acide acétique ou la soude. Voilà. Donc là-dessus, on est bien d'accord que ces automatismes doivent être mis en route, mais qu'ils ne servent qu'à asseoir finalement une capacité ultérieure à résoudre des problèmes spécifiques du technicien dans un cadre professionnel. Éviter les développements calculatoires, c'est la mort des calculs de pH. Il est vraiment, enfin ça fait longtemps qu'on la demande, hein, cette mort-là, mais on a du mal à l'obtenir. Il faut bien se dire, quand on a des étudiants devant soi qui vont devenir des techniciens chimistes, ont-ils besoin ou pas de faire ce type de calcul ? Faut-il évaluer, calculer un pH avec 2 chiffres après la virgule, sachant que les mesures, vous le savez comme moi, ne permettent pas d'obtenir les valeurs qu'on a précédemment calculées. Donc, pas de dérive calculatoire, c'est très important parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps par rapport à la formation, justement. C'est écrit, exploiter des courbes, des diagrammes plutôt que de passer du temps à les construire, ça ne nous intéresse pas, ça n'intéresse pas un technicien. Un technicien, il ne va pas avoir à construire des courbes et des diagrammes. Par contre, être capable de les utiliser, ça oui. Utiliser des courbes, des diagrammes, des abacs, c'est le travail ordinaire d'un technicien. Son travail ne consistera sans doute pas à les construire. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'aura pas à leur dire comment on fait. Mais ça ne sera pas l'objet d'une évaluation spécifique. Ça ne présente pas d'intérêt pour le technicien. Les ressources. J'ai parlé des ressources tout à l'heure, des ressources internes, la mémoire, etc. Mais on pourrait, pendant cette formation, habituer nos techniciens, nos futurs techniciens, à travailler sur des ressources qui soient des ressources personnelles, et on aura l'occasion de reparler du cahier de laboratoire, ou des ressources bibliographiques, que ce soit des ouvrages scientifiques, ou que ce soit des recueils de données, je pense au handbook, etc., parce que c'est bien comme ça qu'on fonctionne. Et aussi sur des ressources, pourquoi pas, de type Internet. C'est aussi comme ça qu'on fonctionne. Et il y a belle lurette que la formule de la phénolphtaline, par exemple, on la retrouve très très vite en faisant sur Google le nom en question. Donc c'est peut-être pas la peine d'imposer, de surcharger la mémoire avec des objets de ce type. Troisième point, mesure et contrôle, rénovation des pratiques. Alors là, on en a parlé beaucoup au mois de juin. Et donc, du coup, je vous renvoie vers les repères pour la formation qui existent déjà, qui sont déjà en ligne sur le site, le portail Physique Chimie. On a aussi en ligne toutes les vidéos pour ceux qui n'auront pas eu la chance de participer à ce stage. Toutes les vidéos sont là et vous pouvez, à vos moments perdus, regarder ces vidéos. Si le cœur vous en dit, vous y trouverez plein de choses intéressantes, bien sûr. L'objectif majeur, on l'a dit plusieurs fois, répondre à un cahier des charges, ça figure très souvent dans le référentiel d'activité professionnelle. Un technicien, il doit répondre à un cahier des charges. Il y a des procédures normées. Et en analyse, pour le coup, on n'est pas tout à fait dans le même cadre qu'en synthèse. En analyse, il y a des procédures. On ne va pas s'amuser à changer les procédures, elles existent déjà. Mais ce qu'on attend d'un étudiant, c'est qu'il soit capable de dire « Ah, là, il y a un résultat qui ne me convient pas, il y a un souci ». Et un technicien, finalement, doit être capable de repérer des écarts à une norme attendue et pouvoir les interpréter. Et ça, c'est un travail de formation qui est particulièrement intéressant, je pense. Du coup, évidemment, les séquences que vous aurez à construire répondront à ces objectifs-là, sans oublier, et c'est sûrement l'objet d'une partie de la première année, de mettre en place les automatismes, notamment expérimentaux, qui permettront aux étudiants
en fin de parcours, d'être capable d'aborder sereinement des problèmes plus ouverts qui nécessiteront de leur part une prise d'autonomie. Et je pense que ça s'apprend, l'autonomie. On ne dit pas brusquement aux gens « devenez autonomes, soyez autonomes ». On ne naît pas autonome, on le devient. Bon, c'était la citation du jour. En tout cas, on peut en tout cas devenir autonome en ayant une formation adaptée. Et on aura peut-être l'occasion d'en redire un mot au moment de l'accompagnement personnalisé. Je reviens sur le travail en équipe. Il n'y a pas, quand vous avez des étudiants en face de vous, il n'y a pas que le professeur qui sait et les étudiants qui ne savent pas. Il y a un ensemble de compétences déjà installées chez les étudiants, on en reparlera, et ce travail en équipe doit permettre de convaincre les jeunes qui sont en train de se former qu'on a tous des ressources et que finalement, pour avancer sur un projet, eh bien, on a besoin d'utiliser aussi les ressources des autres. Voilà, in fine, les apprentissages seront individuels, on est bien d'accord, même si on a introduit quand même une partie de travail en équipe dans l'évaluation terminale. Et nous passons la parole à Vangelis pour la formulation. Alors voilà, pour la formulation, je vais être un peu plus bref sur le descriptif de la manière d'enseigner la formulation, parce que ça fera l'objet d'un atelier cet après-midi, où j'aurai l'occasion de détailler un peu plus. Donc je vais surtout aller à l'essentiel et vous insister sur les grands principes qui nous ont guidés quand on a élaboré le référentiel avec Jérémy Paul, Nathalie Pilon, qui est ici présente, et Alexandra Pruneras. Et je vais vous faire aussi un rapide passage en revue du référentiel, puisque peut-être pour certains d'entre vous, la formulation, c'est encore quelque chose qui est un petit peu abstrait. Voilà. Alors pour ce qui est de la philosophie de la formation, on s'est fixé comme principe d'abord d'éviter à tout prix un catalogue de recettes. Parce que, alors pour ceux qui me connaissent maintenant, ça va les faire sourire, mais on a bien souvent considéré que la formulation, c'était un petit peu de la cuisine, que c'était pas réellement une activité scientifique, et que c'était surtout une question de recettes qu'on apprend sur le tas. Mais ça, c'était avant. La formulation est en train de se constituer comme une véritable discipline scientifique progressivement. Peut-être c'est pas encore tout à fait le cas, mais la chimie s'est pas tout de suite constituée comme une discipline scientifique, je vous le rappelle. On en est peut-être au XVIIIe siècle pour l'instant pour la formulation, mais on va vite. Et donc la preuve, c'est que la formulation devient un domaine digne d'être enseigné. Depuis une vingtaine d'années, beaucoup de formations sont apparues à l'université et aujourd'hui en BTS. Alors il fallait éviter aussi l'écueil inverse. Donc là, c'est Aristote et Platon, hein, pour ceux qui reconnaissent, qui était plutôt de rester sur des concepts très théoriques issus de la physico-chimie, des colloïdes, des matériaux, et finalement un savoir un peu déconnecté des problématiques industrielles. On veut former des techniciens et donc on veut leur proposer un savoir-faire opératoire et donc il était également important, on parlait de la contextualisation, de proposer un savoir qui était contextualisé autour de problématiques concrètes. Et donc finalement l'approche qui nous a paru la plus pertinente, c'était une entrée dans le programme par propriété, les grandes propriétés qu'on veut donner aux produits formulés. Et donc je vais essayer de vous expliquer comment, par cette approche-là, on peut éviter les deux écueils. Donc les voilà, les grandes propriétés. Donc on va parler d'homogénéité. Donc le programme est structuré autour de ces 6 propriétés. L'homogénéité, l'applicabilité, la protection, l'aspect, les propriétés mécaniques et la durabilité, sachant évidemment qu'on aurait pu choisir d'autres propriétés plutôt que celle-là. On a fait évidemment des choix. C'est bien sûr les plus importantes, elles sont évidemment essentielles. Alors, notamment l'homogénéité, hein, le premier travail du formulateur, c'est de faire cohabiter des matières qui sont bien souvent incompatibles entre elles. Gilbert Schorsch a d'ailleurs défini la formulation comme l'art de gérer les incompatibilités.
Alors moi je dirais la science de gérer les incompatibilités. Alors quand je parle d'homogénéité, ça peut peut-être choquer certains, puisque quand on parle de milieux dispersés, on parle de milieux fondamentalement hétérogènes. Mais justement, l'homogénéité, on en parle comme une propriété relative, macroscopique, celle qu'un industriel cherche à donner à un produit commercial. Donc évidemment, on parlera de milieux dispersés, on parlera de tensions actives, de forces intermoléculaires, mais pas de manière déconnectée, mais comme des outils qui vont nous permettre de stabiliser, de rendre un produit homogène. Alors l'applicabilité, c'est plutôt une propriété qui est centrée sur l'utilisateur, sur le plaisir, parce qu'en cours de chimie, on peut aussi parler de plaisir d'utilisation d'un produit, et c'est même des choses qu'on essaye de quantifier. On pourra parler par exemple d'analyse sensorielle, de comment quantifier le fait qu'une crème est agréable à étaler, mais également comment corréler ces propriétés-là et cette notion-là à des mesures rhéologiques par exemple, ou des mesures de texturométrie. Donc on va aborder aussi des choses assez complexes au niveau théorique, qui sont la rhéologie, mais toujours en amenant ces notions-là à partir de problèmes concrets, comment faire qu'une peinture ne coule pas, que la crème soit agréable à étaler, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais il est également question de mouillabilité dans cette partie-là. Alors pour la protection, c'est vrai qu'un produit formulé a aussi pour fonction bien souvent de protéger un support, qui peut être la peau, qui peut être un ouvrage métallique. Alors question, si vous me permettez une petite devinette, alors j'ai aussi ma citation, on ne saurait trop se pénétrer du principe que la peinture est l'élément essentiel de la conservation d'un ouvrage métallique et que les soins qui sont apportés sont la seule garantie de sa durée. Qui a dit ça? Qui est l'auteur de cette citation? Eiffel. Très bien, bravo. C'est Eiffel. C'est évidemment Gustave Eiffel. C'est vrai que la peinture... J'avais les tonnes de peinture qui sont sur la tour Eiffel. Et voilà, donc la tour Eiffel, je n'ai pas le nombre de tonnes, mais en tout cas, elle est repeinte tous les 7 ans. Et il est vrai que la longévité de la tour Eiffel, elle la doit notamment à la peinture. Donc, ce cours sur la protection va nous amener à des problématiques de type corrosion, anti-corrosion, photodégradation également, l'action des UV, des intempéries sur les matériaux, et donc comment, en comprenant ces mécanismes, on va pouvoir les contrer et ralentir le vieillissement d'un matériau. Alors l'aspect également un élément essentiel. Alors vous voyez, moi je parle beaucoup par image, je suis désolé. C'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on va faire en formulation. On détaillera beaucoup plus les contenus cet après-midi. L'aspect, donc, je disais, est un élément essentiel dans l'industrie, et notamment la colorimétrie, qui est une véritable science qui est assez méconnue, qui est assez peu enseignée, et qui, je pense, sera une vraie plus-value pour nos étudiants à la sortie du BTS, parce que c'est quelque chose qui est très recherché. J'ai souvent des industriels qui me disent qu'on a en France une pénurie de coloristes, et donc de maîtriser cette science de la couleur, c'est quelque chose d'important auquel il faudra consacrer, je pense, pas mal de temps. Alors j'aime bien aussi parler des propriétés mécaniques, parce que ça illustre bien l'aller-retour qu'on fait entre les propriétés physiques et la structure chimique. Et l'exemple que je donne souvent, c'est les simili-carnes, simili-poulets par exemple. Parce que formuler dans l'agroalimentaire, c'est justement maîtriser un certain nombre de propriétés texturales. Aujourd'hui, on est capable de reproduire non seulement le goût, mais aussi la texture du poulet. Ce qui demande de bien connaître déjà les descriptifs sensoriels qui permettent de décrire une texture et de corréler ces descriptifs à des mesures de texturométrie. Et alors je vous vois sceptique, ils ont fait des tests à des chefs, alors des chefs américains, d'accord, mais qui se sont trompés, donc qui ont vraiment cru que c'était du vrai poulet. Et j'ai moi-même goûté, et c'est vrai que c'est bluffant. On arrive vraiment à retrouver, à partir de protéines végétales, notamment du soja, à refaire donc de la viande végétale, quoi. Ce qui peut être intéressant d'un point de vue sanitaire, etc. Puis notamment parce qu'il y aura pas assez de poulet pour nourrir toute l'humanité. Voilà. Donc vous voyez l'importance
de maîtriser. Alors, vous voyez, là, on va parler de matériaux, physique des matériaux, de rupture, comment un matériau se répond à certaines sollicitations, à des contraintes, comment il se déforme, comment il se déstructure. Des machines, on a beaucoup parlé l'an dernier du texturomètre, hein, une machine qui permet, par exemple, de simuler la mastication. Et donc de donner une description très précise des propriétés texturales d'un matériau. Et grâce à ça, on peut formuler des produits alimentaires toujours plus performants et étonnants. Ce qui demande de maîtriser aussi cette physique des matériaux, mais vous voyez, d'une manière pas déconnectée. Et pour terminer, un produit formulé doit être stable dans le temps. Il doit avoir une certaine durabilité, ce qui suppose de connaître les mécanismes de prolifération bactérienne, les différentes agressions biologiques, les champignons également, et comment on peut ralentir ces phénomènes de dégradation. On parlera également des phénomènes d'oxydation à l'origine du rancissement et des matières premières qui sont utilisées pour ralentir ces mécanismes de rancissement. Donc voilà les différentes propriétés. Et je rentrerai cet après-midi un peu plus dans le détail sur comment utiliser les compétences à partir de ce référentiel pour construire une progression. Voilà, merci. Merci Évangéliste. Cécile. Ça donne tous envie hein, quand même ce qu'on vient de voir là, hein. Franchement. C'est Philippe. Philippe, c'est vous. Merci Évangéliste. Bon, alors je vais vous parler un peu de communication scientifique. Alors la communication scientifique, c'est 1 heure par semaine sur toute l'année. Alors bien sûr, on a quelques libertés pour pouvoir la répartir peut-être un peu autrement en fonction des besoins du moment. Alors ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de présenter un peu différents thèmes qu'on peut aborder pour cette communication scientifique. Alors déjà, pour prendre les choses un peu dans l'ordre, déjà voir un peu quels sont les outils logiciels qui peuvent être intéressants pour cette communication. Après, il y a des choses beaucoup plus classiques, la présentation à l'aide de diaporamas, qui est vraiment une nécessité pour de futurs techniciens chimistes. Quelque chose qui est peut-être moins évident, mais auquel il faut penser, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, sur la communication orale simple, c'est-à-dire sans support. La rédaction de documents industriels, on en a parlé tout à l'heure. C'est une demande industrielle d'avoir des techniciens qui sachent rédiger des notes d'information, des choses comme ça, des descriptifs techniques. Et puis ensuite, des choses toutes simples, comme il va bien falloir à un moment donné préparer nos étudiants à des présentations formelles au moment du rapport pour le projet, pour le stage, à la fois la forme écrite et la forme orale, parce que ça fait partie de leur formation, ce type d'évaluation finale. Et enfin, ils sont quand même destinés plus tard à travailler dans le monde de l'entreprise. Donc, ils vont devoir passer par des recherches à la fois de stage et puis d'emploi. Voilà. Alors, je vais reprendre maintenant chacun des aspects et puis essayer de décrire un peu quel type d'activité, quel type de logiciel on va utiliser. Alors, une chose toute bête, on croit toujours que nos étudiants, à l'ère de l'informatique, savent tout faire. Non, en fait, ils sont souvent assez maladroits sur les outils logiciels. Et ils ne savent pas faire grand-chose dès que ça devient un tout petit peu élaboré. Alors, il n'est pas question non plus de faire 10 heures d'outils de traitement de texte, hein, ça, ce n'est pas du tout le but du jeu, mais de fixer quelques objectifs, du style, par exemple, intégrer une table des matières, faire de la bibliographie, intégrer des figures correctement dans un texte. Au niveau d'un diaporama, on demandera une utilisation de base. De toute façon, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont souvent vu dans les classes précédentes, donc ils ont quand même des notions sur la question. Avec un tableur, par contre, il y a des utilisations approfondies qu'ils ne connaissent pas et qui sont fort utiles, notamment pour tout ce qui est utilisation des méthodes de contrôle qualité. Alors, on peut aussi penser à tout ce qui est réalisation de feuilles de calcul automatisées. C'est-à-dire calculer des compositions pour exécuter des formules ou présenter une feuille de calcul
qui soit utilisable pour d'autres après. Et ça, c'est important parce qu'on voit bien que les étudiants ont une grande différence entre eux. Il y a ceux qui savent présenter des feuilles Excel correctes, c'est-à-dire qu'ils soient possibles à être relus par d'autres, et puis ceux pour qui c'est quelque chose qui ne ressemble à rien. Et donc, il faut arriver à présenter des feuilles Excel qui puissent être utilisables. Ensuite, alors, moi j'ai pensé que le logiciel de dessin vectoriel, ça peut être intéressant, parce que souvent, ils sont gênés dans les rapports quand il faut dessiner des schémas très simples. Alors, des organigrammes, c'est vrai, c'est quelque chose qui se retrouve dans des logiciels de diaporama, mais des schémas tout simples, ça peut parfois les aider qu'un logiciel de dessin vectoriel. Même chose pour les représentations de molécules, il existe des outils gratuits sur Internet pour apprendre à représenter des molécules organiques. Et enfin, le logiciel de gestion de projet. Alors, le logiciel de gestion de projet, ils ont souvent un module au départ qui s'appelle l'utilisation des diagrammes de Gantt, qui est très intéressante parce qu'elle permet en fait de structurer sa pensée. Donc de structurer par exemple une étude à la base, dire les différentes parties qu'on va aborder. Et la deuxième partie, c'est la planification du projet, qui elle est directement un outil de communication entre un technicien et son supérieur pour montrer l'avancement du projet. Alors, au niveau des présentations par diaporama, le but, c'est d'avoir en fait une sorte de progression. Alors, au début, on peut utiliser des TP. On utilise des TP qu'ils ont déjà réalisés en formulation, synthèse, en analyse, et de leur demander de les présenter. Alors, ça peut être en binôme, je pense, au départ, et puis c'est une question de temps aussi, de gestion de la classe. Sinon, ça fait un peu trop long. Donc, présenter une étude réalisée en TP. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire, présenter des résultats correctement et les exploiter. Ensuite, aller un peu plus loin et cette fois leur demander une synthèse. Donc, ça peut être une étude biographique sur un sujet scientifique ou des études sur un choix d'appareil d'analyse. On leur dit par exemple, eh bien, vous avez à choisir un appareil de voilà, un titrateur automatique, voilà, par exemple. Faites une recherche biblio et présentez les différents atouts et inconvénients de chaque type d'appareil. Ou également, ça peut être une recherche sur des composants en formulation. Je veux obtenir tel effet, qu'est-ce que je vais choisir, pourquoi? Donc présenter les avantages, les inconvénients, les coûts. Enfin, alors ça par contre, ce que je présente ici, c'est sur première et deuxième année, présenter une étude expérimentale à concevoir, c'est-à-dire on leur demande donc de faire l'étude globale. Je veux obtenir ça, qu'est-ce que je peux prévoir, de quel outil bibliographique je me suis servi au début, qu'est-ce que je vais prévoir au point de vue exploitation et réalisation expérimentale. Donc là, cette fois, ça demande évidemment beaucoup plus d'autonomie. Ils sont moins guidés. Alors, communication orale simple. C'est tout simplement demander à des étudiants, tout seuls, de s'exprimer et de raconter aux autres ce qu'ils ont fait dans un TP. C'est-à-dire, on leur donne 5 minutes et racontez-moi ce que vous avez fait pendant le TP. On va s'apercevoir qu'ils ont beaucoup de peine à faire la différence entre ce qui est principal, ce qui est secondaire, et à sélectionner ce qu'ils ont à dire. Alors, je ne parle même pas du fait qu'on va parfois ne pas trop comprendre ce qu'ils vont raconter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'un technicien, on lui demande de communiquer avec les autres, d'être compréhensible. Vous pouvez demander à un étudiant qui vous explique les problèmes qu'il a vis-à-vis de tel ou tel procédé, et vous allez vous rendre compte que finalement, le problème n'est pas forcément celui qui va vous évoquer. Donc c'est un exercice qui me semble intéressant. Alors après, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut fournir à des étudiants, on peut leur faire écouter une vidéo. Pas besoin que ce soit forcément très long, 10-15 minutes, ça peut être une conférence, ça peut être un entretien entre deux personnes, ça peut être un documentaire sur un sujet, et leur demander de restituer par écrit ce qu'ils ont retenu, en faisant une sorte de synthèse du document pour voir s'ils sont capables d'en retenir les choses essentielles. C'est un exercice d'ailleurs qu'on donne en relations humaines, ça, assez souvent. Alors, rédaction de documents industriels. Alors, ça commence au cahier de laboratoire. Effectivement, le cahier de laboratoire, qu'est-ce qu'on y met dedans, qu'est-ce qu'on va écrire, comment on peut améliorer sa tenue. Ensuite, essayer d'utiliser des choses qu'ils ont déjà fait. C'est-à-dire qu'ils ont un projet en première année, et à partir de ce projet de première année, rédiger un abstract. Alors, l'abstract, c'est quelque chose qui est un bon exercice de synthèse. C'est-à-dire être capable en 10 lignes de résumer un projet.
Un poster, alors ça figure dans le référentiel. Eh bien, plutôt que d'aller chercher des choses très compliquées, ils ont un projet. Eh bien, faire un poster sur leur projet. En plus, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser pour communication à l'extérieur, hein, pour un BTS. Au niveau de la formulation, le cahier des charges. Hein, rédiger un cahier des charges, rédiger une fiche technique pour un client et une fiche de fabrication pour un opérateur. Hein, ça, c'est vraiment le document industriel type. Même chose, la fiche de sécurité. Alors, on en reparlera en QHSSE. La fiche de sécurité pour un poste de travail. Donc, ça peut être un poste qui existe au lycée ou un poste qu'ils ont vu pendant leur stage. Et puis, la préparation à l'examen. Donc, pour le projet et pour le stage, tout ce qu'on peut faire au niveau de la rédaction des rapports écrits, parce que même si on a fait de la communication pendant un an, il est possible qu'il y ait encore pas mal de choses à corriger, puisqu'un rapport, c'est quand même un document qui est long, il y a quand même des éléments à rassembler, et la préparation aux soutenances orales. Enfin, recherche de stage et emploi, ça part du CV, de la lettre de motivation, parce que quand on a l'habitude de voir ce que les étudiants rédigent, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Donc, tout en leur laissant évidemment une libre aptitude, une libre latitude de bâtir comme ils souhaitent finalement leur CV aux lettres de motivation, il y a quand même des erreurs à ne pas commettre. Voilà, il y a des codes à respecter, effectivement. C'est la même chose quand on cherche un emploi. On ne cherche pas un emploi en envoyant des lettres partout, en envoyant la même partout, avec la même erreur tout le temps, bien sûr, ce qui est très pénalisant. Voilà, donc aussi peut-être les préparer à des entretiens. Qu'est-ce qu'on va leur demander en entretien? Alors justement, à ce sujet-là, il serait, je pense, intéressant de faire intervenir en fin de deuxième année un responsable ressources humaines, pour qui, lui, aurait sa vision de l'autre côté. Hein, voilà. Alors, après, bon, là, vous le retrouverez, il y a un exemple de planification en première et deuxième année. Le but du jeu, c'est finalement essayer d'apporter les outils au moment où on en a besoin. Donc, c'est sûr qu'en début d'année, c'est un peu embêtant parce qu'on a besoin de faire plein de choses en même temps. Hein. Donc, il y a le cahier de labo. En formulation, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges? Et puis rapidement, on va être obligé d'utiliser un tableur, on va être obligé d'établir aussi des fiches techniques pour un client, parce qu'en formulation, c'est quelque chose qui peut être fait dès le départ. Donc il y a un peu en encombrement, en début d'année, de choses à faire. Il y a aussi la gestion de projet, le logiciel. Voilà. Et puis, évidemment, en fin de première année, la technique du CV de la lettre de motivation pour le stage, ça on peut le faire en fin de première année, au moment où ils vont rechercher. Donc c'est un peu ce qui peut guider finalement la progression choisie. Voilà. On ne vous l'a pas dit, mais le diaporama sera à votre disposition, forcément. Hein. Oui. Parce que... Vous n'aurez pas le temps. Voilà. Et la communication scientifique va plus loin dans la proposition de progression parce qu'il n'y en a pas en atelier. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis pour terminer, en seconde année, c'est toujours la même chose. Hein. On fait des choses qui sont plus élaborées, on va vers plus d'autonomie. Alors à la fin, j'ai ajouté quand même la veille technologique avec l'application, la lecture d'un brevet. Ça me semble important que des étudiants aient vu une fois un brevet, qu'est-ce qu'il y a dans un brevet, qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce qu'on ne peut pas en tirer en réalité. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe. Dernière intervention dans les questions. Les questions qu'il y a. Cécile. C'est intéressant. Good morning, everyone. I'm Cécile Cressman. I'm going to introduce you ESLV. I'm sorry, but I lose my voice last week. I'm still looking for it. I'm not going to introduce everything in English. I'm not enough confident to do that. But I will mix French and English. Maintenant, vous avez le droit de parler en français. C'est l'autorisation.
Voilà, donc je vais vous introduire un peu le contenu de l'enseignement, le cadre de travail, les évaluations, parce que il y en a 2, plus encore, et une progression. Alors, une progression, c'est surtout les activités qu'on a mis au point. On est une petite équipe à travailler ensemble sur le SLV. Tous les documents sont sur le site que Philippe Koudberg a créé, tous les documents de cours et les progressions. Il est là, Philippe, d'ailleurs. Voilà, il est là. Donc, si vous voulez le lien, il n'y a pas de souci. Et si j'ai le temps, je vous montrerai quelques activités. Alors, compte tenu de l'enseignement, évidemment, connaissance du vocabulaire scientifique concernant les métiers de la chimie. Donc ça, c'est quand même une grosse partie. Je pense que c'est à l'enseignant de SLV d'apprendre le vocabulaire aux étudiants. Travailler la communication écrite et orale en anglais dans un contexte scientifique. Donc ça, c'est dans la continuité de ce que vient de dire Philippe et même les autres. Mais du coup, en anglais aussi, on va travailler sur comment présenter. Exploitation de la presse spécialisée, des sites spécialisés. Je pense que le SLV a été introduit parce que beaucoup de choses sont publiées en anglais et que du coup, il faut se rattacher à ça pour monter, je pense, ces activités expérimentales, voire ces activités de cours. Et donc, voilà. Et donc, placer le contenu aussi scientifique étudié dans une perspective différente, démarche scientifique des pays anglophones, le plus possible, effectivement, varier un peu son enseignement et copier peut-être un peu aussi les pays anglophones qui ont un enseignement un peu varié, peut-être un peu plus parfois ludique ou en tout cas différent. J'avais rajouté... Ah non, c'est bon. Pardon. Cadre de travail. Alors, qui enseigne le SLV? Oui. Alors, idéalement, ce serait un professeur de physique-chimie, de préférence titulaire de la certification, qui n'est pas facile à obtenir, Émilie. Mais voilà, parce que pour la préparer, la certification, on apprend aussi un petit peu des méthodes qui seront bien utiles pour le SLV. Comment enseigner le SLV? Alors, on a 1 heure par semaine en demi-groupe, ce qui est déjà bien. Dans cette heure, il faut beaucoup utiliser des vidéos, des MP3, un laboratoire multimédia si on en a accès. Des documents scientifiques en anglais. Évidemment, les profs de SLV ne sont pas bilingues, ce n'est pas des profs d'anglais. Donc, je pense que le but, c'est d'essayer de faire un cours en anglais quand même, c'est-à-dire de parler anglais tout le temps, pour que les élèves soient en confiance aussi. Le fait de ne pas être parfait, en fait, c'est un plus pour le SLV. C'est-à-dire que les élèves, ils ont moins peur de parler. Et du coup, de s'appuyer sur des vidéos ou des MP3 avec des vrais anglais et du coup, avec un vrai accent. Travailler en équipe avec l'enseignant d'anglais aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans le sens où il y a quand même beaucoup de chimie dans le référentiel, beaucoup de profs et le professeur d'anglais. Bon, moi, je travaille beaucoup avec lui. Il est partant pour faire des choses qui intéressent les élèves. Les élèves, ils sont là pour la chimie. Et donc, du coup, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il fait depuis le début de l'année. On a échangé ensemble. Et les élèves, du coup, ça les intéresse aussi de travailler des textes en chimie, mais du point de vue d'un prof d'anglais. Et ça marche assez bien. Alors, je mets le point aussi sur la mise en activité des élèves dans toutes les matières. Dans le cadre des activités expérimentales, du projet, de la préparation pour la soutenance de stage. Là-dessus, c'est très important parce qu'avec 1 heure d'anglais par semaine, on ne fait pas tout. D'abord, on ne peut pas faire déjà d'activités expérimentales en 1 heure. J'en fais quelques-unes, mais ça va rester très succinct. Et en plus, du coup, parce que je pense que tous les textes, parfois, qu'on trouve sont en anglais, et du coup, faut apprendre aussi à les utiliser dans les autres matières. Alors après, ça dépend. Il y a des gens tout le monde ne parle pas anglais, hein, mais bon, moi j'ai la chance d'avoir
des collègues comme Marc-Olivier qui parle anglais. Donc du coup, en formulation, il a aussi l'intention d'introduire un peu des activités en anglais. Et puis, on va faire aussi des TP en anglais, en analyse, en synthèse. Voilà, on va essayer en tout cas. Donc ça, je pense que c'est très important. Alors, l'évaluation, parce que je pense que c'est là aussi où vous n'avez peut-être pas tous eu le temps de m'y regarder, mais il y a 3 formes d'évaluation de l'ESLV. Il n'y a pas une épreuve de SLV en direct, mais il y a 3 formes d'évaluation. Il y a une évaluation dans le projet technologique, je vais en parler, dans le stage en entreprise ou dans un labo de recherche, et dans tous les sujets d'écrit ou de TP. Alors, vous avez vu les sujets qu'ont sortis mes collègues, et dans les sujets, il y a souvent des documents qui sont donnés en anglais. Donc, du coup, je pense que nous, pendant les 2 ans, il va falloir aussi qu'on s'habitue à introduire des documents en anglais dans nos sujets. Voilà, donc je reviens en fait sur la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire de faire des activités en anglais, et autant activités expérimentales qu'activités de cours. Alors, je reviens du coup sur le projet et pour bien que vous voyez où est-ce qu'ils sont évalués. Donc, dans le projet technologique, déjà, il y a une des 4 évaluations de la conduite de projet qui va devoir se faire en anglais pendant l'année. Deuxièmement, il y a la soutenance orale. Alors, la soutenance orale, dans la soutenance orale, il y aura 3 personnes qui vont y participer, dont un enseignant de SLV. Et ça, parce qu'il y a une phase collective de 5 minutes qui est en français, et il y a une phase individuelle d'entretien dans laquelle il y a 5 minutes en français et 5 minutes en anglais. Donc l'étudiant va devoir parler 5 minutes seul en anglais. Oui, va devoir dialoguer avec le jury en anglais. La partie anglaise, c'était plutôt dans le référentiel écrit que c'était sur la bibliographie en langue vivante et les contacts professionnels. Donc ça, c'est pareil, ça se prépare en amont. C'est-à-dire que pendant les projets, pendant le travail, il va falloir qu'ils cherchent de la biblio en langue vivante et qu'ils aient des contacts professionnels en anglophone. L'évaluation du stage, le rapport de stage, il y a un bilan complet rédigé en français, mais il y a aussi un abstract in English. Et ça, du coup, il va falloir le travailler aussi. C'est-à-dire que là, c'est de l'écrit, c'est plus de l'oral. Donc, il y a également la soutenance orale, où il y aura 3 personnes dans le jury avec un enseignant de SLV. Là, il y a une phase d'exposé, donc 5 minutes en anglais. C'est une présentation de l'entreprise et du stage, et 10 minutes en français, qui est plutôt la partie scientifique. Et la phase d'entretien, pareil, 5 minutes en anglais, plutôt entreprise et stage, et 10 minutes en français, scientifique. Alors, je vais montrer la progression que nous, on fait à l'ENCPB avec Cécile Canu, mais toutes les activités, comme je le répète, on a pas mal échangé avec pas mal de monde, sûrement des gens d'ailleurs qui sont ici, je vais pas dire les noms, mais donc du coup, tout est un échange de travail. Donc en première année, je pense qu'il est important de passer du temps sur les présentations orales. Donc de notre côté, on a 3 parties. Une première activité qui est Guided in Presentation Level 1, assez simple, où les élèves ont des schémas scientifiques qui doivent les présenter, sans PowerPoint, sans rien, juste un oral. Part 2, Presentation Level 2, un peu plus difficile avec des textes, pareil, sans PowerPoint. And part 3, Professional Presentation Level 3, là on leur demande de faire un PowerPoint sur un sujet de chimie qu'ils doivent choisir d'eux-mêmes. Donc ils le préparent à la maison et ils présentent. Bon, j'imagine que vous avez les mêmes élèves que nous, c'est-à-dire beaucoup d'élèves timides, donc qui ne participent pas spécialement en anglais pendant le cours. Et c'est la seule façon qu'on a aussi de les faire parler. Parfois, on est très surpris d'avoir des très bons élèves qui ne parlent pas, mais qui font des super présentations et qui parlent très bien anglais. Donc, ça les fait sortir un peu de leur gond, mais je pense que c'est indispensable. Donc, à partir du moment où on a posé un peu les méthodes avec du vocabulaire, vous verrez les activités sur le site, il y a du vocabulaire qui est donné, et du coup, comment on doit présenter. On entre dans l'aspect un peu scientifique, et là,
Comme le disait, je ne sais plus si c'est M. Vigneron ou Mme Mora, mais du coup, le SLV, c'est transversal sur toutes les matières. Alors, j'enseigne l'analyse cette année et le QHSSE, mais du coup, on a trouvé des activités sur toutes les matières pour qu'il y ait un peu de vocabulaire dans toutes les matières apportées. On a commencé par QHSSE cette année, parce qu'on a commencé aussi par ça en cours, et puis je trouve que c'est assez ludique. Donc, on a 2 activités. Laboratory Safety, GHS, Labels, Hazard Pictograms, PPE. Et une deuxième activité, Safety Data Sheets, SDS, REACH. Donc, ces 2 activités, des activités qui se rapprochent un peu de ce qu'on fait aussi en cours, mais avec du vocabulaire, du coup, scientifique. C'est sur des films. Hein, donc, c'est pas... Pour le coup, là, j'ai pas de présentation. Je l'ai fait même en premier avant les présentations pour les mettre en route. Donc là, c'est plutôt un travail de groupe. Ensuite, je comptais faire un peu de formulation. Donc là, on a 2 activités. Introduction to Cosmetics Industries, à partir, pareil, d'un film. Là, je vais commencer à leur demander de faire des présentations. And Cosmetic Science. Alors, je peux vous montrer, je ne sais pas si j'ai le temps, je peux vous montrer du coup l'activité Cosmetic Science, juste pour que vous voyez un peu comment se présente une activité. Vous les avez toutes, donc vous les retrouverez. Voilà. Alors, this activity introduces you to the cosmetic science. The purpose of this activity is to explain science topics that are important in the cosmetic industry and to introduce new chemical nomenclature used to name cosmetic compounds. Donc ça, c'est le but du TP, de l'activité. Ensuite, je leur montre une vidéo. Et l'activité, du coup, le travail des élèves se divisera en 2. La première partie, ce sera de préparer une présentation orale dans laquelle il faut avec trois images, you have to present and explain science topics that are important in the cosmetic industry. Et je leur donne aussi un site qu'ils peuvent utiliser en plus. Donc là, ils ont une présentation orale en faisant une synthèse d'un film plus de documents. Ils sont libres d'accès à ce qu'ils veulent. Et la deuxième partie, c'est un report. You have to make a report in which you have to answer following questions concerning the nomenclature. Et je leur donne accès à 2 sites, Sigma Aldrich et Cosmetic Special Chem. Et voilà, donc en gros, et puis on leur pose des questions. Donc c'est un petit mélange, un peu de théorie, un peu du coup d'anglais. Donc on leur montre, je leur donne ça là, avec des petites questions scientifiques. Là, ils doivent chercher sur Sigma Aldrich les réponses, donc ça, c'est redondant aussi avec du coup QHSSE, analyse et donc formulation. Je leur dis les sites sur lesquels ils peuvent aller. Et donc dans mon activité, ce que vous trouvez sur le site, vous pourrez avoir la réponse aussi. J'ai mis les réponses, enfin les réponses. Ce que je pense être la réponse. Après, vous pouvez... voilà, donc je vous montre pas tout, voilà. Donc vous avez à peu près le détail. Donc ça, c'est une activité sur laquelle donc film plus travail scientifique et site. Alors ensuite, alors ça ne veut pas dire que je vais les faire à la suite, hein, c'est-à-dire qu'après on va mélanger les activités. Je ne vais pas faire que de la formulation, que de l'analyse. Donc en analyse, bien sûr, je pense qu'il faut passer du temps sur lab techniques. Using a bulb. Alors, nous, on a une activité, using a bulb, using a volumetric flask, titrating, tout le vocabulaire utilisé en analyse, il faut le voir avec eux, il faut qu'ils l'apprennent, enfin, il faut qu'ils le sachent. Ensuite, il y a une activité Lab Vocabulary sur laquelle je me suis inspirée de Breaking Bad. Alors, c'est une série, et franchement, là, j'en utilise une, et en deuxième année, j'en utiliserai une autre. Je dirais que c'est il nous a montré, donc franchement, il fait de la chimie et il parle anglais, donc et les élèves aiment bien.
parce que c'est un petit peu ludique. Bon, là, elle est assez simple, vous verrez sur le site, c'est une petite partie avec un peu de vocabulaire. Ensuite, j'essaye de faire un TP quand même. Lab work, sodium chloride standard solutions, dissolutions and dilutions. Bon, je vous le montre rapidement parce qu'il est court, celui-là, au niveau d'énoncé. Voilà, les élèves, je les fais travailler donc en amont sur... donc c'est pareil, c'est un travail de groupe, hein, tout n'est pas de moi. Sur 2 films, où je leur demande de m'écrire watch and write down a complete description of each procedure as precisely as possible so that you can carry out these experiments properly. Et après, donc ça c'est en amont. Ensuite, il faut qu'en TP, il carry out these experiments properly. When the 2 solutions will be ready, present the others to others the way you proceed. In English, of course. Et donc, voilà. Et pour même pour cette activité, bon, c'est pas très dur au niveau scientifique, évidemment, mais il y a une remédiation. Et donc, du coup, on peut leur montrer un film après. S'ils n'ont pas bien compris. Et après, donc, du coup, synthèse. Alors, synthèse, on a 3 activités. Recrystallization, TLC, Thin Layer Chromatography, et une petite expérience aussi, cis-trans isomerization of azobenzène. Elle est très courte et du coup, elle permet aussi aux élèves de faire une petite manip. Voilà. Alors, il manque dans ces activités, en première année, on n'a qu'1 heure par semaine, on n'a pas le temps de tout faire. Mais c'est très important pour la partie présentation du stage, pour l'oral du stage, la présentation des entreprises et des activités professionnelles en anglais de certaines entreprises de chimie. Donc, comme j'avais pas trop le temps de le faire moi, c'est là où je me suis rapprochée de l'enseignant d'anglais. Comme ça peut être une présentation, il n'y a pas besoin d'être scientifique non plus pour... et du coup, ça lui a plu. Donc, il a fait 2 choses, ça pourra donner des idées, je les donne quand même. What do chemical technicians do? Donc, c'est un MP3. C'est une conseillère d'orientation américaine qui présente le métier. Donc, il a fait travailler les élèves d'abord là-dessus. Et ensuite, il a préparé 3 études de société, chimie, BASF, les number 1, 2 and 3. Voilà, donc c'est lui qui les a choisis, c'est pas moi qui lui ai imposé du tout. Il a trouvé des documents sur Wikipédia, il les a distribués aux élèves, et donc il leur a demandé de faire une description générale de l'entreprise, plus les activités, les produits de l'entreprise à présenter. Donc il est en train de travailler là-dessus. Je pense que ça, de toute façon, il va falloir qu'on le fasse tous, mais du coup, ça fait déjà une première approche, et il a dit que ça avait très bien fonctionné. Alors, qu'est-ce qui reste pour la 2e année? Plein de choses. D'abord, la 2e année, je pense qu'il va falloir travailler effectivement sur l'abstract, c'est-à-dire le résumé du stage. Et ça se prépare aussi en amont, c'est-à-dire de préparer les élèves à faire une synthèse et un résumé en anglais de quelque chose. Il va falloir travailler encore sur toutes ces présentations d'entreprises et d'activités professionnelles, aussi en ESLV. Et puis, bon, évidemment qu'on n'aura pas vu tout le vocabulaire. Donc tout ce qui est aussi vocabulaire de synthèse en orga, NMR, infrarouge, tout ça, il faudra faire des activités là-dessus qui peuvent être aussi importantes. Je pense qu'en 2e année, on peut faire des choses un peu plus poussées, avec pas mal de projets. Alors pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de préparer, mais on aura tous des idées, je pense, et on les partagera. Voilà, je crois que c'est... Ah oui, thank you. Thank you. Vous avez parlé du site de M. Goodwerk, mais il faut savoir qu'au niveau national, on a un groupe, et notamment Cécile Canu qui travaille avec nous, et qui s'appellera Physique-Chimie en langue vivante, et dans lequel précisément il y aura un onglet qui sera réservé à l'enseignement scientifique en langue vivante, à l'ETLV pour les STLS-PCL et à l'ESLV. Et donc vous serez tous invités à nous proposer des activités pour le mettre sur ce site national qui ensuite sera accessible par le portail national Physique-Chimie. Donc on y travaillait hier et les activités que vous avez vues sont un peu sous le format. Oui, j'ai repris. Voilà, bien sûr, mais c'est parfait. C'est parfait. Donc en tout cas, ça permettra de mutualiser, en tout cas sur ce site national.